Au XVIIIe siècle, la variole fait des ravages. Mortelle, cette maladie terrible couvre le corps de croûte et peut défigurer à vie ceux qui survivent. C'est pas la joie, mais partout dans le monde, certains cherchent à comprendre comment se prémunir contre ce mal. À cette époque, on observait que les fermières qui treillaient les vaches contractaient peu la variole pendant les épidémies. Très vite, le médecin Edward Jenner fait le lien avec une forme peu grave de variole, une maladie touchant uniquement les vaches, la vaccine. Tiens donc, justement, en latin, vaxa signifie vache. Les personnes ayant été en contact avec la vaccine sont donc naturellement protégées, immunisées contre la vilaine variole qui lui ressemble. En 1796, Jenner a donc l'idée d'injecter cette vaccine chez des personnes saines. Pari gagné, ses premiers vaccinés sont immunisés contre la variole. Sans le savoir, il vient de découvrir le principe de la vaccination. Ah, Louis Pasteur. En 1878, le scientifique démontre que les bactéries n'apparaissent pas comme par enchantement. C'est sa théorie des germes. Selon lui, de petits animaux microscopiques, les germes donc, vivent partout. Ils se multiplient là où ils trouvent à grignoter, dans les endroits sales par exemple, et peuvent être à l'origine de maladies. Cette théorie est aujourd'hui reconnue et les germes sont appelés bactéries, virus, parasites. Mais sa découverte est à l'époque difficile à faire admettre par l'Académie de médecine. Et oui, Pasteur n'était pas médecin, il était chimiste. Mais cela ne l'empêche pas de poursuivre ses recherches dans sa lutte contre les infections. En effectuant des tests chez les poules, il découvre que l'injection d'un germe du choléra des poules sous une forme atténuée leur permet de ne pas attraper la maladie. En hommage à Edward Jenner et sa vaccine, Pasteur nomme donc son nouveau traitement vaccin, avant d'entamer des expérimentations sur l'homme. C'est l'une des plus grandes réussites de la médecine. Les pays ont vite compris l'intérêt que pouvait avoir la vaccination dans la lutte contre les maladies infectieuses. Les financements pour la recherche sur de nouveaux vaccins pleuvent et dans la droite ligne de Pasteur, de nouveaux vaccins apparaissent au cours du XXe siècle. Le fameux BCG contre la tuberculose en 1921, contre la diphtérie et le tétanos en 1924, contre la fièvre jaune en 1927 et contre la poliomyélite ou polio en 1954. En parallèle, pour vacciner une population grandissante, il est nécessaire de produire les vaccins à grande échelle. On cultive d'abord le vaccin sur des animaux. C'est ce qu'on appelle un milieu de culture in vivo. Par exemple, le vaccin contre la variole provient à l'époque de génisses inoculés avec la vaccine. Celui contre la grippe est cultivé sur des œufs de poule fécondés. Par la suite, on remplace les animaux par des cultures de cellules faites en laboratoire, des cultures in vitro. Par exemple, le laboratoire de Charles Mérieux a industrialisé la culture de cellules de langue de bovin au cours du XXe siècle. Plus récemment, l'essor de la biologie moléculaire a permis d'utiliser des cellules programmées génétiquement pour fabriquer des vaccins. La mise au point de la technique coûte cher, mais comparé aux millions de doses à dispenser chaque année, l'investissement vaut le coup pour les laboratoires. Après l'époque des découvertes, puis de la production industrielle grandissante de vaccins au cours du XXe siècle, les résultats se font sentir. Les épidémies de tuberculose se font rares et vont jusqu'à totalement disparaître en France. La mortalité infantile liée à la coqueluche chute et même la rougeole, maladie très contagieuse qui fait des ravages chez les bébés et les enfants, est contenue. Les victoires du vaccin ne s'arrêtent pas là. Après avoir mené des campagnes de vaccination contre la variole dans les zones endémiques, c'est-à-dire où le nombre de malades est très important, l'Organisation mondiale de la santé déclarait en 1980 la maladie complètement éradiquée. C'est la seule et unique fois dans l'histoire qu'une maladie infectieuse disparaît de la surface du globe grâce à la vaccination.
Aujourd'hui, c'est le Haut Conseil de la santé publique qui gère la politique vaccinale en France. Chaque année, son comité technique des vaccinations procède à la mise à jour du calendrier vaccinal qui donne ses recommandations. Globalement, on en distingue actuellement 3. Il y a d'abord les vaccins obligatoires, ceux contre la diphtérie, le tétanos et la polio. Ensuite, il y a ceux qui sont recommandés pour tous, coqueluche, hépatite B, méningocoque C, pneumocoque et le ROR, rougeole, oreillon, rubéole. Et dans la dernière catégorie, des vaccins recommandés dans certaines situations. Grippe saisonnière, papillomavirus pour les filles, hépatite A, varicelle, etc. Recommander ne signifie pas que l'on peut s'en passer. Au contraire, ce terme signifie avant tout que la personne qui se vaccine est actrice de sa santé et est informée de ce qu'est un vaccin. Les vaccins obligatoires sont une condition nécessaire pour s'inscrire à l'école. Et en cas de retard, les parents ont 3 mois pour se rattraper. Sinon, l'enfant risque d'être désinscrit de l'établissement. On ne rigole pas avec la vie en collectivité. Et si l'on allait voir ce qui nous attend dans le futur? L'objectif des chercheurs est d'améliorer la sécurité, l'efficacité et de réduire le coût des vaccins existants. Et aujourd'hui encore, il n'existe pas de vaccin contre toutes les maladies infectieuses. La recherche dans le domaine n'est pas inactive, bien au contraire. Parmi les candidats vaccins, on peut citer, même si l'on commence à peine les essais chez l'homme, celui contre le virus du sida, une infection sexuellement transmissible qui encore en 2014 a fait près de 1,2 million de morts dans le monde. Il va encore falloir faire preuve de patience, mais l'avenir est prometteur. Un vaccin plus avancé est celui contre la malaria ou paludisme, causé par un parasite transmis par le moustique dit Anophèle dans les pays tropicaux. En 2015, cette maladie a provoqué 438 000 décès. Pour lutter contre ce fléau, un vaccin expérimental appelé Mosquirix a été autorisé en juillet 2015. On sait d'ores et déjà qu'il est efficace à 36% chez les enfants de 5 à 17 mois. Il y a encore du travail, mais c'est une lueur d'espoir dans la lutte contre cette maladie qui fait des ravages.